Bien entendu, du coup, Daniel Cornalba, maire de l'Étang-la-Ville, j'ai 28 ans. J'ai étudié à Sciences Po Paris. Par la suite, donc, j'ai notamment passé des concours et je travaille désormais à la ville de Paris dans les relations internationales et plus particulièrement sur toutes les affaires européennes. Oui, on va essayer d'être le plus concret pour vous dire les choses. Comme tout le monde, on entend la radio, on voit la télé, etc., où on comprenait qu'on allait nous parler d'un confinement. Être clair, l'annonce, nous on l'a formellement, le soir où le président de la République prend la parole et dit vous serez confinés. Donc on en connaît à ce moment-là pas les modalités pratiques. J'ai souhaité réunir en 24 heures la cellule de crise du plan communal de sauvegarde. Donc le plan communal de sauvegarde, juste pour préciser ce que c'est, parce que ça peut paraître du jargon administratif, mais en gros c'est une cellule qui est prévue en cas d'urgence, urgence attentat, urgence sanitaire ou toute urgence possible, qui réunit un nombre restreint d'adjoints autour du maire et également les têtes de l'administration et la police municipale pour voir quelles sont les étapes immédiates, qu'est-ce qu'il faut tout de suite enclencher. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu décliner à la fois en termes de solidarité, qu'est-ce qu'on met en place très concrètement. Donc on a fait un plan d'appel pour l'intégralité des personnes vulnérables, y compris les personnes âgées, mais aussi les personnes isolées. Ça, c'était un premier pan. Deuxième pan, comme les personnes ne peuvent plus forcément mettre leurs enfants à la cantine ou ce genre de choses, il y a un surcoût de la vie aussi, ou certaines personnes qui sont en contrat précaire ou court, qui tout simplement n'ont plus de travail, donc une chute de revenus importante. Il faut avoir en tête que la mairie, c'est entre guillemets le filet de sécurité de base pour pas mal de monde. Quand les gens ne savent pas où aller, ils sonnent d'abord ici et ensuite on les oriente. Donc on a évidemment remis en place tout ce qui est bon alimentaire et information sur le fait que les gens y ont le droit. C'est demander aux bailleurs sociaux de faire preuve aussi de bienveillance dans la période, que évidemment on ne peut pas expulser quelqu'un en plein milieu d'un confinement parce qu'il faut que la personne puisse être logée. Troisième pan, c'est la question économique, les commerces. Et au-delà de ça, tous les acteurs économiques, notamment professions libérales qui ont peut-être une chute d'activité. La question, on s'est dit, c'est une chose de les informer sur les aides, de créer une newsletter pour vraiment les aider et dire bah, la région fait ça, la chambre de commerce et d'industrie fait ça pour vous, l'État vous propose ça. Mais au-delà, on s'est dit qu'il fallait créer ce que moi j'appelle une sorte de permanence téléphonique, en tout cas une cellule de réponse immédiate. Quand quelqu'un a une difficulté particulière et qui ne sait pas forcément vers qui se tourner, il appelle cette cellule et là on le renseigne sur quelle aide il peut avoir, quel est le dispositif auquel il peut prétendre. Il y a plein de pans différents et l'ultime que je citerai, c'est évidemment les associations qui sont frappées de plein fouet, sport, culture. Donc tout ça a été globalement, pour faire simple, fermé. Donc ça pose plein de questions aussi pour eux, de fragilisation, alors qu'ils avaient déjà eu un premier confinement. Donc là aussi, c'est être le relais de l'information et essayer autant que faire se peut de les aider, de leur donner de la visibilité, y compris pour l'avenir. Le plus gros défi, je trouve, c'est de ne pas perdre de vue le cap qu'on s'était donné quand on a été élu, c'est-à-dire gérer l'urgence sans perdre de vue ce qu'on s'était dit sur la dynamisation du centre-ville, sur la transition écologique. On a un rôle énorme, en tout cas de source d'impulsion. Et donc on dit, pour faire vivre des villes moyennes ou des petites villes, il faut un événement, en gros, tous les 2 mois, voire tous les mois. Et donc forcément, en période de confinement et de crise comme ça, les événements sont forcément beaucoup plus petits. Donc c'est lourd, c'est complexe. On essaie quand même de le faire des visios, essayer de maintenir quand même en vie. Le but, c'est que non seulement ce soit les assos, mais aussi les commerces. Et donc à chaque fois, les événements, on propose aux commerçants de participer. Donc pour Halloween, décorer vos boutiques, comme ça fait un appel, ça donne envie aux enfants de venir, donc aussi aux parents. Pour Noël, pareil, etc. Bon bah là, Halloween, c'était le 31. Du coup, c'était le lendemain du confinement. Donc forcément, pour eux, ça a mis du plomb dans l'aile dans un projet qui était sympa. D'autant que les commerçants avaient joué le jeu. Donc c'est sûr que ça freine, ça réduit. Mais ce que je trouve bien, c'est que je trouve quand même qu'il y a du répondant. C'est-à-dire qu'on sent que les gens sont motivés et avant de pouvoir faire, il faut déjà l'envie. Et donc constater que les autres ont l'envie, c'est déjà un bon signe. La mairie, historiquement, elle est pourvoyeuse de subventions à la fois de fonctionnement, mais aussi sur des projets concrets. Donc là, la question, c'est aussi de voir avec elle comment on peut malgré tout essayer de maintenir des projets. Surtout quand on va sortir de ce confinement, comment on arrive à redonner un élan. C'est très concrètement d'avoir
voilà, une liste d'événements, des projets, que ce soit des jumelages, enfin voilà, on peut un cross de la forêt dès lors que les conditions sanitaires le permettent. Et après, c'est inlassablement pour les commerces comme pour les associations, dire aux habitants, vous êtes bien content d'avoir vos assos, vous êtes content d'avoir un commerce local, donc soyez aussi au rendez-vous quand ça va mal pour elles. Parce que si elles ferment, à la fin du confinement, ça sera aussi pour vous une cessation d'activité et la mort du village, tout simplement. Oui, alors le premier confinement, il faut évidemment avoir à l'esprit contexte exceptionnel. On a découvert, entre guillemets, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Au début, on pensait que c'était 2 semaines, puis un mois, puis bon voilà. Moi, entre guillemets, ce que j'en ai appris, c'était l'importance absolument essentielle de communiquer, pas pour faire de la com, mais vraiment parce que l'information, c'est le nerf de la guerre. Autre changement majeur, c'est que désormais, il est demandé à la mairie et au service public d'être ouverts. Donc, entre guillemets, la mairie elle-même est ouverte sur rendez-vous. C'est-à-dire les gens appellent, peuvent prendre rendez-vous, peuvent ensuite récupérer une attestation. Si, comme il a été demandé, par exemple, que le BTP, donc bâtiment travaux publics, continue à être actif, ça implique pour nous que nos services techniques soient aussi sur le terrain pour vérifier que les travaux fonctionnent. On voit aussi une réticence beaucoup plus importante aux règles, ça c'est clair. Donc un travail de pédagogie assez énorme à mener. Donc moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la dimension peut-être plus psychologique, comment les gens vont vivre un second confinement. Moi, je pense sincèrement qu'on juge aussi une société à la façon dont elle a traité les plus fragiles dans la société. Et donc c'est aussi à l'aune de ça qu'on peut juger du bon fonctionnement d'une mairie. Est-ce que le service public est à la hauteur des enjeux? Et donc ça, c'est quelque chose à côté duquel je n'ai pas envie de passer. Rester seul pendant un mois, ça a des effets aussi. Il ne faut pas les sous-estimer dans la durée derrière. La première chose que je veux dire là-dessus, c'est de saluer, et on l'oublie tout le temps, mais l'action assez incroyable des agents. Là, on leur demande de venir, on essaie de développer le télétravail autant que faire se peut, mais comme la mairie doit être ouverte pour tout ce que je viens de dire, ils doivent aussi être là. C'est des services qui travaillent, qui doivent éplucher les textes de loi, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. En plus, on va être sincère, ils changent très souvent, ils ne sont pas toujours clairs, ils sont parfois contradictoires. Donc il y a un énorme travail à faire, à fournir, avec en plus une pluie d'appels des concitoyens, ce qui est normal, mais qui s'inquiètent, qui veulent savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. Et je ne sais plus si c'est dans cet arrêt-là du Conseil constitutionnel, mais quand on parle de service public et de continuité, il y a aussi toujours le principe, c'est un mot très techno, mais de mutabilité du service public, donc sa capacité à évoluer aussi en fonction des circonstances. Et ça, on le vit en direct. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a les alertes Vigipirate qui sont tombées jeudi. On a eu les confirmations vendredi. Le vendredi, on indiquait donc que la mairie était fermée physiquement, mais que les gens pouvaient quand même appeler pour prendre rendez-vous. Donc ça demande énormément de réactivité. Donc est-ce que ça met en péril Moi, je dirais plutôt que la crise met plutôt au contraire encore plus en avant l'absolue nécessité du service public. Alors, je précise, je n'ai pas signé d'arrêté de ce type. On me l'a proposé, hein. Certains de mes élus m'ont dit qu'il faut y aller. Moi, j'ai dit les choses simplement. C'est-à-dire que si on fait un arrêté illégal et que le commerce ouvre, potentiellement, la pénalité, elle est pour le commerce. Donc, je trouve que c'est un mauvais cadeau qui est fait. Moi, je pense que, incontestablement, il y a eu une confusion et bon, c'était absolument pas clair quel commerce pouvait ouvrir, pas ouvrir. La situation est très compliquée, donc je jette pas la pierre, mais dans les faits, pour les citoyens, c'était très très compliqué. Donc nous, le premier rôle qui a été le nôtre, c'était dans ce flash info qu'on a voulu faire quelques jours juste après le confinement, c'était de dire quels sont les commerces dits essentiels qui sont ouverts, est-ce que c'est aux mêmes horaires ou pas, quels sont ceux qui ferment purement et simplement, et quelle est la troisième catégorie, ceux qui sont fermés mais qui font quand même de la livraison à domicile. Et là, je dois dire que c'est là où on voit toute l'ingéniosité quand même des commerçants, des acteurs économiques. On a par exemple des restaurateurs sur la commune qui ont très bien su s'adapter, enfin en tout cas j'ai l'impression que ça me donne, et ont su trouver leur public, peut-être même toucher des nouvelles parts de marché qui vont peut-être rester après. Donc ça c'est plutôt bon signe. On avait mis pendant l'été, il y avait eu l'extension des terrasses que moi j'ai souhaité maintenir et je pense que pour l'avenir il faudra le pérenniser. Donc ça c'est une aide très concrète, de dire on pérennise les terrasses qui aussi accentuent le côté village, le côté vitalité du cœur de ville. Après, c'est la question, est-ce qu'on peut donner des financements directs ou ce genre de choses? Ça, normalement, c'est illégal. Je vois que certains maires le font. Moi, je vais être sincère, c'est même pas une demande qu'on a eue de nos commerces.
Leur demande, l'impression que j'ai eue, c'était plus donner une information, dites qu'on est ouvert ou dites ce qu'on peut vendre, appeler à consommer local. Moi, je crois profondément, je l'ai dit tout à l'heure, à la question de la transition écologique, ça implique aussi la notion de consommer local. Et donc, c'est là où je disais comment allier son cap, le temps long, et en même temps l'urgence. Là, je pense qu'on est dans une période qui plébiscite totalement le fait de retourner au marché, aller sur des produits locaux. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers jours, un émoi aussi sur l'absence d'égalité de traitement entre très gros, hypermarchés, supermarchés et commerce local. Il y a eu des ajustements qui ont été faits, mais c'est vrai qu'on revient toujours au fond de ce problème. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas tous dire qu'il faut sauver nos centres-villes et que la vitalité du centre-ville passe par ces commerces et favoriser dans la pratique par les règlements et autres, finalement, les hypermarchés périurbains, etc. Si on considère que c'est un modèle qui est dépassé, il faut l'assumer. Mais là, je trouve que l'attitude qui a pu être le cas, les différents règlements, elle est totalement à rebours de ce discours-là. Donc, je pense que nous, notre rôle, même si c'est parfois plus de la parole, mais c'est de clairement dire, nous, on fait le pari du consommer local, on fait le pari de la visibilité pour nos commerçants. Et moi, j'ai tout intérêt aussi à avoir une vraie diversité. C'est essentiel pour nous de faire en sorte que quand un local de commerce ferme, s'assurer qu'il ne devienne pas un logement, parce qu'une fois que ça devient un logement, c'est fini. Ça sera très très difficile de revenir à un commerce. Donc là, je pense qu'il faut assumer que le commerce, le local reste peut-être vacant quelques semaines, quelques mois, mais parce que la priorité, c'est de retrouver des commerces qui soient complémentaires les uns avec les autres. À la fois Oui, financièrement. on filme toujours. Non. Non, il n'y a pas de grand secret. Il faut avoir en tête que les préfectures sont les relais de l'État pour le coup. Ils sont nombreux, mais ça reste quand même un nombre limité de personnes pour une masse de choses énorme en temps de crise. Il faut avoir en tête qu'avant le confinement, toute réunion de personnes sur l'espace public, que ce soit par la mairie ou par les associations, devait faire l'objet d'une autorisation préalable de la préfecture. La préfecture nous a toujours répondu. Donc ça, chapeau, parce que franchement, vu le nombre de demandes, ne serait-ce que sur notre commune, je n'ose pas imaginer à l'échelle de tout le département ce que c'était. Donc c'était vraiment, à mon avis, une pluie de demandes qui devait totalement accaparer, à mon avis, la préfecture. Et malgré tout, ils ont réussi à faire face à ce choc. Donc bon, ça, je salue. Maintenant, il y a un débat de fond, en fait, qui est sur la question un peu derrière, c'est aussi décentralisation, faut-il aller plus loin? J'entends certains parler de déconcentration, peut-être pour la distinction, parce que tout le monde, il y a une confusion des rôles, parce qu'on parle beaucoup d'acteurs locaux, sans préciser ce que c'est. Quand on parle décentralisation, ça signifie que des compétences qui étaient celles de l'État vont être transmises à des collectivités locales, régions, départements ou communes. Quand on parle de déconcentration, c'est une compétence de l'État qui reste au niveau de l'État, mais simplement dans ses services déconcentrés dans les territoires. Donc c'est censé rapprocher la décision, mais ça reste quand même une décision de l'État. Donc il y a tout ce débat-là. Moi, je crois profondément à la décentralisation. On peut avoir un débat énorme sur est-ce qu'il faut défaire les intercos ou pas. À un moment donné, elles existent, on les fait vivre, parce que ce que les citoyens attendent de nous, c'est des résultats concrets, c'est des politiques publiques concrètes. Quand on parle de plan climat, quand on parle d'assainissement, quand on parle de plan vélo, etc., c'est des choses qui ne peuvent pas être menées tout seul en tant que commune, qu'il faut faire avec les premiers partenaires institutionnels, c'est déjà les communes voisines. Un élément que je n'ai pas dit, mais le lendemain du confinement, mon premier réflexe a été d'écrire dans le WhatsApp des maires, donc les maires ont une boucle WhatsApp. Tout de suite, j'ai dit, écoutez, est-ce que ça vous convient si chacun, on dit les mesures qu'on a prises dans notre commune? Parce que ça peut être intéressant de voir ce que l'autre a fait. Il y en a qui vont faire un Facebook Live, par exemple, parce qu'ils estiment qu'il y a un besoin pour toucher un public peut-être plus jeune et autres. Enfin, bon, bref, ils mettent ça en place. Et donc moi aussi, dès lors qu'on avait réuni notre cellule de crise pour le plan communal de sauvegarde, toutes les mesures qu'on a prises, immédiatement, je les ai transmises à l'ensemble des maires en disant « voici ce que nous on a fait, peut-être que ça peut vous être utile ». Et enfin, dernier point, pour revenir au cœur de la question sur le rapport à l'État. Trop souvent, l'État nous dit « vous voulez de la décentralisation, eh ben vous allez en avoir ». Et ils nous transmettent des pouvoirs, des compétences, sans nous transmettre par exemple les financements qui vont avec. Par exemple, on a récupéré, j'utilise pas l'acronyme, mais en gros c'est tout ce qui est gestion des berges de Seine, ruissellement des eaux et autres. Donc c'est un énorme enjeu, parce que ça touche aux inondations, c'est des éléments très très concrets. L'État pendant des années, à mon sens, je suis peut-être un peu sévère, mais je ne trouve pas qu'ils aient fait énormément, en tout cas dans notre coin.
Du jour au lendemain, la compétence nous a été transmise par la loi. Et quelques semaines plus tard, courrier du préfet indiquant ça n'est pas aux normes, il faut faire des investissements massifs, etc. Donc il faut aussi comprendre parfois la colère des maires qui peuvent avoir le sentiment d'être un peu abandonnés, en tout cas qu'on leur mette beaucoup de choses sur le dos sans toujours leur en donner les moyens. On est en France, donc on aura toujours des débats institutionnels qui seront passionnés et passionnants, souvent à juste titre, et ça sera amené à évoluer. Mais moi, pour le moment, la priorité des priorités, c'est déjà de faire vivre l'existant, parce que on peut dissoudre une interco, on peut créer des nouvelles strates ou en supprimer. Ce qu'attendent réellement les gens, c'est réellement l'effet des politiques publiques. On n'a pas toujours idée d'une gestion de crise, ce que ça représente. Une initiative comme la vôtre, ça permet aussi de mettre en lumière quand même la complexité et au-delà du maire et des élus, aussi pour les agents qui se démènent. Donc voilà, il faut aussi saluer leur action et donc ce que vous faites permet aussi de mettre ça en relief. Donc merci à vous et voilà, j'espère que ça sera vu par d'autres personnes, que ça pourra donner de l'envie à d'autres maires de contribuer.